d'abord vous saluer toutes et tous. Je quitte le congrès des régions de France qu'on a tenu à région Île-de-France toute la journée avec la clôture par le Premier ministre et on avait Christine Lagarde également, qu'on a tenu à distance. Donc là, je rentre sur Orléans, mais je tenais vraiment pour cette ouverture des masterclass, cette ouverture de cet accompagnement que DEVEUP, l'agence de développement, l'agence économique régionale, que DEVEUP met en place. Je tenais vraiment à vous saluer et à vous dire la volonté qui est la nôtre. Tout d'abord, dans un contexte qui est plutôt un contexte morose, un contexte difficile, vous dire ma grande attention à votre mobilisation. Les entreprises auraient mille raisons de se replier, de dire que dans la période, les choses sont très compliquées. Vous faites partie, comme de très nombreux responsables économiques, de celles et de ceux qui se battent aujourd'hui, qui ne baissent pas les bras, qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, qui répondent aux appels à projets de l'État dans le cadre des plans de relance de filières. Et je crois, ce soir, ce qui vous réunit, ce sont les plans de relance filières, à la fois de l'aéronautique et de l'automobile. On a eu l'occasion de les aborder lorsque, avec le préfet de région, j'avais provoqué 2 réunions, une sur l'automobile, l'autre sur l'aéronautique. C'était avant l'été, pour vous dire la grande attention qui était la nôtre au regard des tensions considérables qui pèsent sur vos secteurs d'activité. Ces plans de relance, ils sont utiles, ils sont nécessaires, mais j'ai l'habitude de dire qu'on pourrait très bien avoir des milliards qui passent au-dessus de la tête de nos entreprises sans qu'on puisse les capter. Et notre volonté, c'est que les entreprises de la région puissent se sentir très, très accompagnées dans leur mobilisation par rapport à ces appels à projets, qui sont pour l'essentiel des appels à projets lancés par l'État, mais auxquels s'associent très fortement les régions. Pour ce qui nous concerne, au niveau de DEVEUP, au niveau de l'agence de développement régional, avec tous les partenaires, avec l'État qui est très mobilisé là-dedans, avec l'ADEME, avec la BPI, on a choisi, au sein de l'agence de développement économique de la région, on a choisi de se mettre à votre disposition pour que vous puissiez le mieux possible répondre, vous saisir de ces appels à projets. Ça peut être de l'énergie, ça peut être des moyens, ça peut être une vraie relance pour vos entreprises. Faut-il encore que ce ne soit pas trop compliqué pour des PME notamment, voire pour des ETI, c'est pas toujours évident de rentrer là-dedans. Il y a des choses qui, ce soir, touchent l'automobile et l'aéronautique, il y a des choses qui vont concerner les aspects de l'énergie, etc. Beaucoup de sujets. Donc, un objectif simple, fédérer toutes les compétences techniques qui sont autour de vous, qu'elles viennent de l'État, qu'elles viennent de la région, qu'elles viennent de BPI, mettre ces compétences à votre disposition pour vous aider à bien inscrire vos projets dans ces appels à projets qui sont lancés, pour vous donner un maximum de chance dans la captation des moyens nécessaires à la relance. Et c'est vraiment l'objectif de ce moment que vous allez partager. Donc, vous dire, en tant que président de l'agence de développement, l'agence économique de développement DEVEUP, et en tant que président de région, notre immense attention à ce que on puisse le mieux possible passer ce cap difficile. Ça passe par des projets, ça passe par la positionnement sur une reprise économique. Moi, franchement, très sincèrement, bravo de vous mobiliser de la sorte. Et en ce qui nous concerne, on fera tout et plus que tout pour vous accompagner et vous aider. Voilà le message simple que je voulais passer ce soir, avec le plaisir de vous entendre pour la partie
que je pourrais capter. Voilà, Jean-Louis, qui, Merci. en tant que patron de DevUp, pilote ce dispositif. Merci, Président. Alors, pour cette première masterclass, on a fait appel à Michel Maréchal, qui est au sein de la Directe Centre Val-de-Loire et le spécialiste des questions aéronautiques et auto. Principe masterclass, c'est de lui laisser la parole. Il va vous présenter un peu cet appel à projet. Et puis après, il y a des jeux de questions-réponses et surtout, il faut qu'on soit dans l'échange. Michel, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de votre mobilisation. Préférez ne pas vous abreuver de diapos avec un diaporama et plutôt vous faire une présentation synthétique à l'oral des différents appels à projets donc automobiles et aéronautiques. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a lancé un plan de relance pour l'économie française qui s'élève donc à 100 milliards d'euros. Mais dès l'été, dès fin mai, dès mi-juin, deux plans sectoriels avait été lancé sans attendre le plan global, compte tenu des difficultés rencontrées par les filières aéronautiques et automobiles, qui sont donc les filières industrielles les plus touchées par la crise du Covid-19. Donc, il y a eu deux plans donc, sur 3 ans. Donc, pour l'automobile, 600 millions d'euros au travers d'un fonds de soutien à l'investissement, avec 200 millions d'euros chaque année, donc 2020-2022. Et puis le pendant pour l'aéronautique avec 300 millions d'euros, donc 100 millions d'euros en 2020, 100 millions en 2021 et 100 millions d'euros en 2022. Donc pour le même fonds de soutien à l'investissement. Donc il s'agit d'accompagner les entreprises dans leurs difficultés, dans leur capacité de rebond une fois que l'activité économique repartira. Donc deux critères d'éligibilité déjà pour se porter candidat, avoir des projets d'un montant minimal de 200 000 euros. Donc, ce qui est un plancher assez bas, hein, puisque d'habitude, les appels à projets nationaux s'élevaient plutôt à 1 million d'euros. Donc là, c'est 200 000 euros. Et puis, avoir un certain pourcentage de son chiffre d'affaires au sein de la filière concernée. Donc, pour pouvoir prétendre à une aide au fonds de soutien d'investissement automobile, il faut avoir au moins 20% de son chiffre d'affaires qui ressortent de l'activité automobile. Et pour l'aéronautique, un pourcentage de 15% minimal. Voilà. En matière de projets éligibles, donc l'État a souhaité faire entrer le maximum de projets dans ces appels à projets. Donc vous avez des investissements sur la création d'une nouvelle activité pour la diversification, donc qui sont éligibles, des investissements pour la construction de nouveaux bâtiments, l'acquisition de nouveaux matériels plus performants, également tout ce qui a trait à l'industrie, l'usine 4.0, donc la digitalisation, la robotisation, le numérique qui est éligible, et puis également tous les investissements qui permettent d'améliorer l'empreinte environnementale de votre entreprise. Et puis enfin, les investissements en matière de consolidation sont également éligibles à ce fonds de soutien à l'investissement, donc automobile ou aéronautique. Courant juin, donc, ont été lancés des appels à manifestation d'intérêt, donc qui avaient pour objet de faire remonter l'ensemble des projets dans les territoires. Ces appels à manifestation d'intérêt se sont clos le 31 juillet dernier. Ils ont donné lieu à un nombre très important de candidatures, donc 1300 candidatures nationales sur les deux filières, 760 sur l'aéronautique pour des montants d'investissement dépassant les 2,1 milliards et 540 sur l'automobile. La dynamique a aussi très largement pris en Centre Val-de-Loire, puisqu'on a eu 51 candidatures d'entreprises aéronautiques en Centre Val-de-Loire et une quarantaine émanant d'entreprises de la filière automobile. Et il est vrai, comme l'a rappelé le président du conseil régional, que les réunions d'information des filières ont beaucoup contribué à ce succès et à votre mobilisation. Donc, ça a été donc pour recenser l'ensemble de les AMI ont permis de recenser l'ensemble des projets dans le territoire. Et il y a eu par la suite donc la publication des appels à projets, donc le 1er septembre, avec une date butoir donc, pour déposer sa candidature qui est fixée au 17 novembre. Et là aussi, on a eu de nouvelles candidatures d'entreprises qui n'avaient pas forcément, qui ne s'étaient pas signalées lors de l'appel à manifestation d'intérêt. On a à ce jour un peu plus de 1400 candidatures au national.
Donc, pour les deux appels à projets, on a donc une inscription sur la plateforme de BPI France, hein, c'est la modalité, avec pour ceux qui ont déjà déposé leur candidature à l'AMI, ils ont des documents complémentaires, hein, pour l'essentiel des documents financiers, budgétaires, des documents administratifs, le CABIS, l'alias fiscal, des prévisionnels à fournir en complément. Pour les autres, il faut avoir un descriptif de son projet sous format littéraire ou format diaporama, accompagné des annexes financières. Donc, nous sommes actuellement donc, dans les phases d'instruction des premiers projets qui ont été déposés. On a eu 4 vagues de lauréats. Donc, une première vague le 17 septembre qui a concerné les 12 régions métropolitaines, avec 2 lauréats par région, donc un lauréat automobile et un lauréat aéronautique. Pour la région Centre-Val de Loire, on a eu donc SIFA Technologies, une fonderie automobile située à Orléans qui a bénéficié d'un accompagnement et d'une subvention de 800 000 euros. Et pour l'aéronautique, on a eu ARM, donc une PME d'Eure-et-Loire, qui a été accompagnée à hauteur de 670 000 euros. On a eu une deuxième vague avec 13 lauréats nationaux, puis une troisième et une quatrième vague. C'est environ tous les 10-15 jours, hein, que les vagues de lauréats sont annoncées. Pour l'instant, la troisième et la quatrième vague n'est pas rendue publique. Elle devrait l'être très prochainement, probablement ce jeudi, par une conférence de presse de la ministre Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui, à l'occasion du 100e lauréat aux appels à projets, donc automobile, aéronautique confondus. Il y a environ actuellement 50 lauréats, c'est assez équilibré, hein, 50 lauréats aéronautiques et 50 entreprises automobiles lauréates. Pour ce qui concerne la région Centre, on a actuellement 7 lauréats, 2 automobiles et 5 aéronautiques. Ce qui n'est pas forcément un chiffre très important par rapport aux candidatures qui ont été déposées dans notre région, mais il faut souligner que nous avons énormément de candidatures en instruction BPI. On a 23 candidatures qui sont actuellement en instruction BPI, pour certaines depuis plusieurs semaines. Donc, des lauréats potentiels dans les vagues à venir, puisque les entreprises qui entrent en instruction, hein, pour mémoire, BPI, c'est BPI, le siège à Paris qui instruit, ce n'est pas la direction régionale de BPI, a une capacité d'absorption des dossiers en instruction de 30 dossiers par semaine. Donc, on a une capacité assez restreinte et on a un engorgement à l'heure actuelle des dossiers en instruction. Pour vous donner un peu les ordres de grandeur, on a 53 dossiers aéronautiques qui sont entrés en instruction chez BPI et une quarantaine pour l'automobile, donc à peu près 95 au total. Et sur ces 95, on en a 23 qui concernent la région Centre-Val de Loire. Donc, il est probable que dans la vague 5 et la vague 6, on ait beaucoup plus de lauréats que ce qu'on a actuellement. Voilà. Donc, concrètement, quand vous avez finalisé votre dossier de candidature, vous l'indiquez sur la plateforme. BPI vérifie la complétude du dossier, la complétude des pièces. S'il manque des pièces, elle échange avec vous, elle vous envoie un mail pour vous demander soit de signer tel document qui n'a pas été signé ou de fournir tel document qui n'a pas été fourni. Une fois que la complétude est validée, BPI verrouille votre dossier de candidature et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes susceptible, que votre dossier est susceptible d'entrer en instruction auprès de BPI. Après, tous les mardis matins se réunit donc au ministère de l'Économie et des Finances ce qu'on appelle le COMOP, un comité opérationnel, qui réunit la Direction générale des entreprises et BPI. Et BPI informe le ministère des nouveaux dossiers qu'elle a verrouillés et demande donc au ministère si ces dossiers sont prioritaires. Alors, il faut savoir que pour le secteur aéronautique, l'État a souhaité privilégier les candidatures des PME et des ETI au détriment des grandes entreprises qui ont été automatiquement basculées sur l'année 2021. Pour ce qui est de l'automobile, seuls 4 groupes qu'on a considérés déjà bénéficiaires d'un fonds qui s'appelle le CORAM pour les innovations de rupture, que sont Renault, PSA, Forestia et Valeo, ont été repoussés à 2021. Pour le reste, on peut avoir des grandes entreprises automobiles dont les dossiers seraient instruits dès 2020.
Alors, vous avez, pour déposer votre candidature, vous avez plusieurs cadres réglementaires sur lesquels vous pouvez déposer votre candidature. Le plus intéressant étant le cadre dit Covid, qui est un cadre dérogatoire au droit commun des aides publiques au niveau européen, qui permet de subventionner les entreprises à hauteur de 80% dans la limite de 800 000 euros. Donc, si vous avez un projet d'1 million d'euros, par exemple, vous sollicitez ce cadre Covid, vous pouvez toucher jusqu'à 800 000 euros de subvention. Donc, les aides, c'est de la subvention 100%, hein, il n'y a pas d'avance remboursable. Et vous avez d'autres cadres réglementaires, vous en avez 4 ou 5 que vous trouvez sur les appels à projets, dont le cadre RDI, dit RDI, donc Recherche, Développement, Innovation, qui vous permet d'obtenir 200 000 euros supplémentaires. Et puis, un cadre également réglementaire en matière d'amélioration de l'empreinte environnementale. Voilà, donc il est encore temps de déposer une candidature, même si je ne vous le cache pas, les enveloppes commencent à être bien entamées. Alors, la logique de ces fonds de soutien à l'investissement, c'est une logique d'instruction, de mise en instruction des dossiers au fil de l'eau, avec une file d'attente, hein, selon déjà si vous êtes prioritaire ou pas, et ensuite selon vous avez complété votre dossier, finalisé votre dossier, jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enveloppe pour le fonds de soutien à l'investissement aéronautique est déjà bien entamée, puisqu'on est à plus de 50% de consommation de cette enveloppe à la mi-octobre. Et cette enveloppe est dotée de 200 millions d'euros. Pour l'automobile, c'est une enveloppe de 200 millions d'euros. Là, le taux de consommation est plus faible. On est actuellement aux alentours de 35% de taux de consommation. Donc, il ne me paraîtrait pas anormal, et c'est très possible que l'instruction des dossiers des candidatures aéronautiques soit terminée courant novembre et qu'on n'ait plus à instruire de dossiers en décembre au vu du rythme de la consommation de l'enveloppe du fonds de soutien aéronautique. En revanche, pour l'automobile, je pense qu'on va instruire les dossiers jusqu'à la fin de l'année 2020. Néanmoins, tous les dossiers qui ont été déposés, qui ont été verrouillés par BPI France et qui auraient pu être instruits s'il y avait eu encore des crédits, seront automatiquement reportés à 2021 et seront les premiers dossiers à être examinés, à être instruits par BPI en 2021, avant même ceux qui déposent l'appel à projet 2021, une candidature. Voilà, donc si parmi les participants, vous n'avez pas encore déposé de candidature, je vous conseille vivement de la déposer dès maintenant. Comme ça, vous prenez rang dans la file d'attente et ne pas attendre le lancement de l'appel à projet 2021 qui va être strictement le même. Le cahier des charges sera strictement identique à celui de 2020. Il y a une bonne nouvelle qui nous a été confirmée par l'Union européenne la semaine dernière. Le cadre dérogatoire dit Covid qui permet donc d'accompagner jusqu'à 800 000 euros les entreprises sur leurs investissements a été reconduit pour 2021, mais jusqu'à la mi-année, donc jusqu'au 30 juin. Donc, si vous avez des projets qui ne sont pas encore mûrs, mais que vous souhaitez lancer des projets d'investissement en 2021, surtout n'attendez pas le mois de mai pour déposer votre candidature, mais essayez de déposer votre candidature le plus tôt possible en 2021, plutôt au premier trimestre. Voilà, parce qu'ensuite, on sera obligé de revenir au cadre réglementaire de droit commun, la règle des minimis, qui limite l'accompagnement en aide publique à 200 000 euros. Voilà très schématiquement ce que je pouvais vous dire. Vous le voyez, quelques règles de base pour être éligible, 200 000 euros minimum, avoir un certain pourcentage du chiffre d'affaires dans la filière. Mais après, tout est possible. On a vraiment ouvert au maximum les typologies de projets qui puissent être accompagnés. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes les entreprises, quelle que soit la taille, de la TPE, la PME, le TI à la grande entreprise, dans ces démarches d'investissement, dans ces périodes difficiles, et ce, sur 3 ans. Donc, n'hésitez pas à déposer vos candidatures si vous en avez encore et si vous n'avez pas encore déposé une candidature. Voilà, puis je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions qui, j'en suis persuadé, seront nombreuses. Merci Michel pour cet exposé. Je pense qu'il présente clairement les dispositifs et qui invite l'ensemble des entreprises à continuer à déposer, parce que je crois que c'est important de donner ce message. Il y a un rythme d'instruction qui a bien été évoqué.
Mais ce rythme d'instruction, je dirais, il continue. Il continue jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine. Donc, c'est quand même déjà une grande invitation à continuer à déposer parce que c'est vrai qu'il y a eu quelquefois des confusions. J'entends des confusions entre l'AMI qui est terminée et l'appel à projet, finalement, qui continue et qui se poursuit. Peut-être, avant d'aller plus loin, peut-être des questions des uns des autres. Allez-y. Que vous soyez, je dirais, entreprise ou accompagnateur d'entreprise, c'est un peu les deux publics qu'on a ce soir. Et je pense que c'est important des deux. Alors, on peut comprendre que des fois, au niveau des entreprises, il y a pas forcément détailler son projet, mais je pense que là, il y a quelques questions qui peuvent être posées. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà déposé leur dossier, là, qui sont en attente? J'entends une voix. Allez-y. Présentez-vous. Oui. Vladimir Roman. Oui, bonjour. Nous sommes une petite société en fait on fournit des services et des logiciels, par exemple de calcul de perte de charge. Et on voudrait savoir si les entreprises auxquelles on peut fournir nos services peuvent être bénéficiées de ces aides concernant le logiciel, en fait. Merci. Oui, alors effectivement, les logiciels, c'est un des, au titre de la numérisation, digitalisation, c'est un des investissements qui est éligible donc, au fonds de soutien à l'investissement. Les PLM, les ERP, les logiciels, tous ces investissements sont bien évidemment éligibles. Et juste une autre petite question, est-ce que la taille de l'entreprise, par exemple, il faut qu'il soit une grosse entreprise, une petite, ou c'est n'importe quelle entreprise? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tout type d'entreprise est éligible. Il n'y a vraiment pas de discrimination sur la nature de l'entreprise, que ce soit la TPE jusqu'à la grande entreprise. Super. Voilà. Et tout le monde peut bénéficier du cadre Covid jusqu'à hauteur de 800 000 euros dès lors qu'on a un investissement d'un montant supérieur à 1 million d'euros. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu vois les questions, Michel, qui apparaissent. Alors, il y avait une question qui concernait les aides éventuelles de chômage partiel. Est-ce qu'elles viennent réduire l'enveloppe de 800 000 euros? Ah oui. Alors, oui, non. C'est quelque chose de complètement distinct à l'activité partielle. Ce n'est pas comptabilisé comme des aides dites publiques, comme des aides régionales ou des aides d'État. Parce que ce n'est pas de la subvention à un investissement. C'est très spécifique. Donc, ce n'est pas déduit des 800 000 euros de l'enveloppe. En revanche, on vous demande dans une des annexes, dans votre dossier de candidature, si vous avez bénéficié d'aides publiques de l'État ou de la région dans les années précédentes, ce qui pourrait amputer cette enveloppe. C'est une déclaration sur l'honneur à faire dans le dossier de candidature. Alors, je vois, est-il envisagé un transfert de fonds réservés à l'auto vers l'aéro? Non, a priori, non. C'est deux enveloppes assez étanches. C'est vrai que pourquoi l'État a mis 200 millions d'euros sur l'auto et 100 millions d'euros sur l'aéro? Probablement parce que l'automobile avait déjà des difficultés. Hein. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y avait déjà un dispositif d'État d'aide avec le PIAV pour la diversification automobile, qui avait la problématique du diesel, hein, avec beaucoup d'entreprises sous-traitantes qui étaient très, très impactées par le diesel. Et donc, on a jugé qu'il fallait mettre plus d'argent sur l'automobile. Mais non, a priori, non, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de. À moins que. Mais je serais très surpris que les 200 millions ne partent pas. Hein. Très clairement. Quand là, c'est 100% de la subvention, il y a la possibilité d'être accompagné à hauteur de 800 000 euros. C'est quand même des sommes très importantes et on était plus sur de l'avance remboursable par le passé. Donc là, ces dispositifs rencontrent vraiment du succès. A priori, non, il n'y aura pas de transfert d'un secteur vers l'autre.
Est-ce que la carrosserie construction est éligible au titre de l'automobile? Alors, tous ceux qui transforment les véhicules, oui, enfin, tous ceux qui touchent de près ou de loin à l'industrie automobile, ça peut être le camion aussi, hein. J'ai vu, ça devait être Anthony Durand, hein, de Orléans Eco qui m'a appelé récemment, hein, par rapport à une candidature éventuelle de Tout en camion. Je ne sais pas s'il est C'est le présent, hein. président là, qui nous pose la question. Oui, 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 Stéphane Jarre. Voilà. Bon, autant lui répondre tout de suite. Il est éligible, hein, a priori, puisqu'il transforme des véhicules. Donc, il est bien évidemment éligible. Et donc, je l'invite vraiment à me contacter et puis à déposer une candidature, hein, Ouais, parce qu'on sait que son entreprise a toujours de beaux projets. Oui, oui, oui. Les investissements éligibles doivent-ils être neufs? Alors oui, l'occasion est éligible. Alors, en termes d'acquisition d'équipements, c'est vous qui vous débrouillez. Nous, on n'impose pas un équipement neuf versus un équipement d'occasion. Donc, c'est le devis qui fait foi et c'est l'acquisition de nouveaux matériels. Donc, ça peut être de l'occasion, effectivement. Après, il faut préciser, ça je ne l'ai pas précisé dans mes propos introductifs, surtout n'engagez pas les investissements avant de déposer votre candidature. Tout investissement qui est déjà engagé, si le matériel a déjà été commandé, s'il a été payé, s'il a été livré, quand BPI instruit, le sort de l'éligibilité des montants éligibles. Donc vraiment, ne débutez pas. Vous avez de toute façon intérêt à demander de devis pour alimenter votre candidature, mais il faut s'arrêter à cette étape-là. Il ne faut surtout pas passer à l'étape de la commande, et encore moins à la livraison. On a eu deux autres questions. Les lauréats sont rendus publics. Oui, ils sont tous rendus publics. Alors nous, on aimerait que ça arrive un peu plus rapidement. Mais donc on a connaissance de lauréats depuis plus de 2 semaines, des 5 nouveaux lauréats de la région. On ne peut pas communiquer dessus, y compris d'ailleurs le préfet de région. Maintenant, le process est le suivant. Tous les mardis, donc, il y a le comité opérationnel. Le mercredi matin, les directs sont prévenus des lauréats dans leur région. Le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher a 48 heures pour mettre un veto sur un dossier ou pas. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais passé, hein. Il n'y a pas de veto ministériel. Et puis ensuite, donc l'entreprise est destinataire d'un courrier de la ministre dans les 3-4 jours suivants, lui annonçant qu'elle est lauréate et le montant de l'investissement. Par la suite, donc, BPI reprend contact avec vous pour signer la convention et justement pour toucher le cadre Covid sur 2020. Il faut absolument signer la convention avant 31/12/2020. Et puis, peut-être une précision que je n'avais pas indiquée, quand les dossiers font moins d'1 million d'euros, le paiement s'effectue en 2 fois, donc 40 ou 50% à la signature et le solde à la fourniture des factures justificatives. Et quand le dossier dépasse 1 million d'euros, là, vous avez un paiement 3 fois, donc à 25% à la signature de la convention, puis ensuite un paiement intermédiaire et le solde. Okay. Anthony Durand, un peu dans le prolongement un peu des questions d'investissement éligibles, sollicite savoir si le crédit bail est éligible aussi. Ça, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Alors ça, il faudrait que je vérifie. Ça, je le note, mais je n'ai pas la réponse comme ça. Je ne peux pas vous donner. On essaiera peut-être, nous, dans la poursuite, hein, de ces échanges, là où il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse, de vous la donner, comme ça vous pourrez accéder, où on a vos noms aussi, on pourra remettre un message à l'ensemble des participants. C'est un sujet que je n'ai jamais vu, hein. Dans l'ensemble des candidatures déposées, je n'ai jamais vu ce sujet sortir. D'accord. Antoine Hubot nous interroge savoir si, comme dans certains appels à projets où la décision d'ailleurs est plus régionale, il y a un passage via les services de la région ou de la directe. Est-ce qu'on donne il n'y a pas d'audition, oui, parce que c'est une question qui peut nous arriver, qui nous est parvenue plusieurs fois. Les entreprises étaient assez surprises. Pour tout vous dire, la DGE a demandé au direct de classer les projets suite au dépôt à l'appel à manifestation d'intérêt, de classer les candidatures par ordre de priorité, avec 4 types de classements. Classement D en catégorie D pour non éligible. Moi, sur les 91 candidatures de la région, j'en ai eu une parce qu'elle n'émanait pas d'une entreprise. Tous les autres projets étaient éligibles. Après, C, c'est quand on estime que l'investissement n'est pas
ne répond pas totalement à l'appel à projet et peut-être moins bon que d'autres, et donc on bascule sur 2021. Et puis après, on a la catégorie A, qui est la catégorie très prioritaire et dans laquelle j'ai mis la plupart des candidatures régionales, quelques-unes en B, et ça c'est fin 2020, examen, instruction fin 2020. Donc, et la DGE a fait la même chose de son côté. Et c'est pour ça que quand BPI arrive avec un dossier verrouillé, il regarde quel est le classement pour voir si on passe immédiatement le dossier d'entreprise en instruction. Mais il n'y a pas d'audition, hein. Donc, c'est vraiment par dossier sur la plateforme de BPI. Quand votre dossier est verrouillé par BPI, vous passez en instruction tout de suite ou un peu plus tardivement. Et puis ensuite, donc, il y a un examen du montant éligible et puis vous avez communication du résultat par courrier. Fabrice Beau nous interroge sur le ruissellement des gros projets d'investissement sur nos entreprises. J'avoue, je ne comprends pas moi, complètement la question. Sinon, peut-être que c'est à travers les gros projets d'investissement que les entreprises de la région fassent appel à des sous-traitants locaux. C'est ça, Fabrice? Oui. Yes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un peu des contreparties demandées, si je le dis avec d'autres mots? Non, on n'impose pas d'acheter de l'équipement français. Ça n'a pas été le cas dans l'appel à projet. On laisse vraiment le soin et le choix aux entreprises de choisir l'équipement neuf, d'occasion, de toute provenance. On espère bien évidemment qu'il y a un certain nationalisme qui se fera jour et qui permettra d'entraîner l'ensemble de la sous-traitance derrière. Mais il n'y a pas de contrepartie particulière. On a voulu vraiment faire un appel à projet qui soit le plus simple possible et pas fixer trop de contraintes aux entreprises, sachant que pour certaines, ce n'était pas évident d'investir des sommes importantes dans cette période difficile. Il y a peut-être un travail, là, je le dis à Fabrice, c'est peut-être à regarder, nous, à l'ensemble des structures qui accompagnent les entreprises, à faire connaître les offres régionales. Hein, je pense à toutes ces entreprises là, qui font de la fabrication sur mesure, d'un certain nombre d'équipements. Là, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce cadre, mais ce n'est pas dans le cadre de cet appel à projet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un fort enthousiasme, moi, je dirais, pour ces appels à projets, beaucoup de mobilisation des entreprises régionales. Et c'est vrai que leur faire connaître peut-être l'ensemble des sous-traitants de notre région qui pourraient y répondre, sous-traitants d'ailleurs ou équipementiers, sur ces questions d'investissement, il y a sans doute quelque chose à faire. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui s'affichent. Gina qui a répondu sur le crédit bail, donc visiblement, ça serait éligible sous réserve de l'achat de l'équipement à l'expiration du contrat de bail. Ouais. D'accord, oui, engagement d'achat à la fin. Stéphane Girard nous demande si finalement, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est une question qui peut revenir notamment sur des entreprises qui sont multisites. C'est une bonne question. Oui. Effectivement. Alors là, c'est un sujet, c'est un cas qu'on a déjà eu d'ailleurs en région et on a rattrapé une entreprise aéro-régionale. Enfin, c'est un groupe qui a plusieurs sites et donc il y a des grands groupes comme Safran, par exemple, ils ont déposé 60 candidatures au national. Donc là, dans ces cas-là, quand il y a énormément de candidatures sur l'ensemble de la France, le ministère demande au groupe de privilégier quelques candidatures et pour qu'on n'entre pas en instruction 60 dossiers, par exemple, de Safran sur toute la France, ce qui serait très chronophage pour BPI et allongerait la durée d'instruction pour les autres. Donc, là, nous, on a eu un cas d'une entreprise, d'un groupe aéronautique qui investissait sur 2 sites régionaux. L'un en Île-de-France à Dourdan et l'autre en région Île-de-France, en région Centre-Val de Loire, pardon. Et le projet de candidature du site de Dourdan en Île-de-France était clôturé, était instruit par BPI et paraissait plus intéressant que le nôtre puisqu'il y avait de la création d'emplois à la clé. On a réussi donc à revenir vers le groupe pour leur demander s'ils étaient prêts à partager les 800 000 € Covid auxquels ils auraient pu légitimement obtenir, divisé en 2. Et donc, on a réussi à avoir 400 000 € pour l'entreprise, le site situé en Centre-Val de Loire, et 400 000 € pour le site situé en Île-de-France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un raisonnement groupe de ces aides. C'est-à-dire qu'il faut entendre de manière consolidée groupe. Donc, quand on vous dit vous avez 800 000 €, si le groupe
souhaitent déposer 3 candidatures sur 3 régions différentes, il va falloir qu'ils se mettent d'accord, soit privilégier un site par rapport à d'autres. C'est déjà arrivé, hein. On a eu le cas de Lizzie Automotive et Lizzie Aéronautique. Avec Lizzie Automotive avait privilégié la partie automobile, enfin Lizzie, le groupe Lizzie, par rapport à l'aéronautique. Et donc, l'ensemble des 800 000 Covid était parti sur un site automobile. Mais parfois, les groupes répartissent sur les différents sites, disent voilà, on met 300 000 là, 200 000 ici. Donc, c'est à eux d'arbitrer, mais on leur demande systématiquement. Donc, il peut y avoir plusieurs sites industriels répartis sur différentes régions qui sont candidats. Merci. Rhonda De Bruyne nous demande s'il y a des subventions qui peuvent venir en diminution justement de cette aide. Ben, c'est toutes les aides publiques qui ont pu être touchées, hein, de l'État ou du conseil régional. Et de minimis. Oui, voilà. Donc, on pourrait imaginer d'aider à un programme s'il y avait un programme de R&D qui a été aidé, ça ne vient pas en diminution de cette aide qui est sur un investissement. Non. C'est pour être clair, ce n'est pas toutes les aides qui viennent en diminution, c'est vraiment les aides. Partie sur l'aide Covid, notamment de l'investissement. De faire appuyer certaines candidatures? Non. Malheureusement, non. Non, il y a vraiment, ça se passe vraiment entre la DGE et BPI au niveau national. Nous, on a réussi à changer des classements d'entreprises, de dossiers. Moi, j'ai réussi à en refaire basculer en prioritaire, en catégorie A, 4 ou 5, qui avaient été jugés B, voire C. Donc, j'ai échoué sur 2 entreprises, malheureusement, mais qui sont classées B, donc qui vont peut-être passer en 2020. Mais non, il n'y a pas vraiment d'intervention politique. Ce ne sera pas productif, on va dire. Le classement des éligibles, en fait, il est par rapport à la priorité de l'instruction, c'est ça? Oui, en l'entrée en instruction. Donc, quand on est A, on est quasiment certain. Alors, si on boucle, parce que moi, j'ai eu beaucoup de A, justement, qui ont mis un temps fou à compléter leur dossier, à remplir leurs annexes, qui étaient A en début août, hein, après l'AMI. Et moi, je les avais appelés, je les avais sollicités, je leur avais dit maintenant, il faut boucler très rapidement parce que vous passez devant tout le monde, enfin, vous êtes très prioritaire. Sauf qu'ils ont mis énormément de temps et c'est pour ça qu'on les a encore en instruction actuellement. Ils ont mis un peu de temps à finaliser. Maintenant, on peut changer d'avis. Donc, moi, je sais que sur 2 dossiers, je vais essayer de revenir à la charge en novembre pour essayer de les faire repasser en A. Bon, quand on est en B, a priori, on peut pouvoir être instruit en 2020 et chloré en 2020. Parce que le taux de la subvention est toujours à 80%. J'imagine que c'est fonction du montant de l'investissement. Le taux, il est de 80% dans la limite de 800 000 euros. Mais effectivement, sur l'investissement, il est de 80%. Si vous avez, par exemple, un projet de 500 000 euros, si vous sollicitez le régime Covid, vous avez une subvention de 400 000 euros. Voilà. Donc, c'est 80%, mais dans la limite de 800 000. On ne va pas au-delà. Est-ce que les B 2020 seront A en 2021? Oui, parce que les B 2020 qui ne sont... Alors, soit ils sont instruits en décembre, on va dire, fin novembre, début décembre, une fois que tous les A sont passés. Et si par malheur, l'enveloppe est épuisée, ils sont bien évidemment, c'est les premiers à passer en 2021. Ils passent devant tout le monde. Enfin, c'est vraiment la file d'attente. Hein. C'est la logique de file d'attente. Peut-on connaître son classement en vous contactant? Si on me contacte, oui, moi je vous dis, je veux pas, parce que parfois les entreprises ont des projets d'investissement qui sont vitaux et qu'il faut réaliser rapidement. Donc, si par exemple une entreprise a un classement en C, qui signifie 2021, quoi qu'il arrive, là je lui conseille de réaliser l'investissement, en tout cas la partie de son investissement qui ne peut pas attendre. Ce n'est pas la peine de la faire attendre éternellement et de lui faire perdre en compétitivité. Donc, moi, je réponds volontiers sur votre classement. Je n'ai pas de problème à vous répondre. Voilà. Il est à jour de ses obligations sociales et environnementales. Est-ce que c'est un préalable là, ou est-ce que vous avez dans les annexes, il y a un formulaire où vous déclarez sur l'honneur que vous êtes à jour de vos obligations sociales et fiscales. Environnementales, je ne suis pas certain que ça soit dedans.
J'ai un doute là-dessus, mais en tout cas, fiscal, oui. Fiscal, oui. Vous avez une déclaration sur vos obligations sociales et fiscales. Ouais, toute la conformité. Quelqu'un qui ne serait pas, mais qui s'engagerait à s'y mettre, on peut imaginer sur un volet environnemental, il peut rester quelques Je n'ai pas éléments. l'impression que sur le volet environnemental, parce qu'on a des entreprises qui se portent candidats et qui ont des petits Ouais. problèmes avec la DREAL, donc, et qui sont malgré tout éligibles. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Bien. d'autre? Peut-on connaître son placement? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, non? Âge, non, c'est bon. La Ah oui. subvention Covid doit-elle être décaissée? Non, 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 non. Donc, euh, vous avez donc un projet alors qui peut se réaliser fin 2020, mais qui peut se réaliser en 2021. Et donc, en fait, ça peut être étalé sur plusieurs années. Donc, vous aurez le solde qui sera payé que lorsque vous serez en mesure de fournir les justificatifs de l'investissement. Voilà. Mais non, non, il n'y a aucune obligation de dépenser, de décaisser votre investissement dès 2020. D'ailleurs, pour la plupart, ce sera 2021. Parce que le temps que les machines, ça se commande, il y a un certain délai. Là, on aura des résultats en novembre, donc ça vous permet difficilement de pouvoir mettre en paiement, à moins que l'équipement soit disponible tout de suite. Très bien. Est-ce qu'il faut dépasser Péto, Pour avoir les meilleures chances d'être retenu, pas forcément, mais en tout cas pour pouvoir se positionner dans la file d'attente. Après, moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à la qualité de vos projets. Quand c'est un projet qui a été déposé à l'AMI, on avait déjà un classement qui avait été effectué. Quand c'est un nouveau projet, enfin, une personne qui n'est pas passée par l'AMI qui dépose un appel à projet directement, on nous indique qu'il y a un nouveau projet qui est déposé sur la plateforme. Enfin, nous, on le voit, hein, on peut aller le consulter et on classe ça par ordre de priorité pour l'instruction. Mais après, je dirais, si vous déposez un projet maintenant, ça vous permet quand même de vous inscrire sans attendre dans la liste d'attente, sachant que j'ai peur qu'on ait un creux dans les candidatures au second semestre 2021, puisque le dispositif Covid disparaîtra. Donc, il est fort probable, je pense qu'avec la région, on sera peut-être amené à recommuniquer début 2021 pour vous mobiliser, pour qu'on ait un aussi bon résultat en termes de lauréats en 2021 qu'en 2020, pour que les candidatures arrivent très tôt, dès les premiers mois de 2021. Parce que dès qu'on va déposer, moi, des candidatures qui sont déposées en mai 2021, avec le goulot d'étranglement d'instruction BPI, je ne suis pas sûr qu'elle puisse bénéficier de l'aide Covid à son montant de 800 000 euros. Oui, il y a le nombre de dossiers, 1400. Oui, mais 1400 dossiers. Alors, quand j'ai dit 1400 dossiers, ce n'est pas 1400 dossiers finalisés. Il y a moi, quand je suis sur la plateforme BPI, il y a des pastilles, des petites pastilles avec des codes couleurs. Quand le dossier est créé, même avec un simple Word d'une page présentant l'investissement, vous avez une pastille verte. Et en fait, il y a encore beaucoup de pastilles vertes. C'est-à-dire que c'est des entreprises qu'on a relancées par téléphone, par mail, qui ont reçu un mail début septembre leur indiquant qu'il fallait compléter leur dossier dans le cadre de l'appel à projet, mais qui n'ont toujours pas finalisé. Donc, tant qu'ils restent en vert, ça reste des dossiers un peu virtuels, on va dire, des candidatures virtuelles. Il faut vraiment que la pastille passe au rouge. Et là, c'est quand l'entreprise a validé sa candidature. Et mieux encore, quand la pastille passe au gris, c'est quand BPI a verrouillé votre candidature. Donc, moi, sur la centaine de candidatures régionales, je dois en avoir actuellement, j'en ai une trentaine donc, qui sont verrouillées par BPI. Et puis, j'en ai une vingtaine où soit l'entreprise a finalisé sa candidature, soit elle a été entre-temps verrouillée mais pas encore entrée en instruction par BPI. Donc, sur la centaine, j'en ai à peu près 50 qui sont actives. Donc, vous voyez, on n'a pas 1400 candidatures dans les tuyaux encore. Il y a beaucoup de candidatures virtuelles. Et puis, il y a des candidatures aussi, parce que sur la plateforme, visiblement, on n'arrivait pas à supprimer des dossiers. Il y en a qui se sont pris à 2 fois. Et donc, ils ont créé une candidature, mais qui, en fait, a été recréée par la suite avec l'ensemble des pièces.
Donc, il y a peut-être, sur les 1400 dossiers, il y a peut-être un certain nombre de déchets de candidatures qui ne donneront pas suite. On a aussi les groupes aéronautiques qui sont au courant du fait qu'ils ne soient pas prioritaires en 2020, qui n'ont pas été au bout de la démarche. Donc, on en a quelques-uns quand même. Donc, tout ça fait que loin de là, vous n'avez pas 1400 dossiers en instruction et qui entreront en instruction. Il est demandé quand sera publié le prochain appel à projet et je le compléterai la question. Est-ce que finalement, le prochain appel pour 2021, ce qui sera différent ou c'est le même en fait qui va continuer? Ça sera le même, ça sera strictement le même. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il soit différent puisqu'il a rencontré du succès, donc on ne va pas changer les critères. Et à mon sens, ça va être en début d'année. Je pense que ça va aller très vite dès que les crédits seront pris. Il n'y a pas de raison, si votre dossier est prêt, d'attendre. Tout à fait. Et l'encouragement et le message que passe Michel Maréchal, c'est vraiment déposer votre dossier dès qu'il est prêt. Voilà, tout à fait. Faire se peut le dossier complet, parce que s'il n'est pas complet, vous n'avancerez pas non plus. Voilà. Et après, vous passerez derrière tous les autres. Donc, si vous pouvez le compléter, y compris fin 2020, c'est pas du temps perdu, parce que c'est déjà c'est dans les tuyaux. Et puis, alors, je ne sais pas sous quelle forme, pour ceux qui ne seront pas instruits en 2020, seront récupérés en 2021. Est-ce qu'ils auront une manipulation à faire sur la plateforme de BPI pour réindiquer leur intérêt sur l'appel à projet 2021 ou est-ce que ça sera automatique? On n'a pas d'informations se concernant. Mais bon, je pense que ça. La date butoir du 17 novembre, c'est pouvoir encore bénéficier, je dirais, du budget 2020. Voilà. 17 novembre, c'est la fin des. Au-delà, après, je pense que du 17 novembre au 31 décembre, ils essaieront d'écluser tous les dossiers qui sont déjà en train d'instruction et qui peuvent prendre. Alors, pour les dossiers qui dépassent les 2 millions d'euros, ça prend plus de temps parce qu'il faut. BPI vérifie l'honorabilité du chef d'entreprise et vérifie également les questions de blanchiment d'argent. Donc, ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a des dossiers qui sont en instruction 4 semaines. Moi, j'en ai certains qui sont en instruction depuis 3 semaines. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question gardée? Écoutez, je pense qu'on a… Ah, peut-être… D'accord. Des remerciements, je pense qu'en effet, on peut tous les adresser à Michel Maréchal parce que son exposé était clair et ses questions l'étaient, et ses réponses aux questions l'étaient tout autant. Et moi, j'ai bien noté aussi sa disponibilité, et je peux en témoigner d'ailleurs régulièrement, à l'écoute des uns et des autres pour continuer à nous accompagner sur cet appel à projet. Donc, un grand merci à Michel Maréchal. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter. Vous avez les coordonnées sur les appels à projets fixes et portables. Donc, on peut échanger en bilatéral si vous avez des questions complémentaires. Vous accompagner au fil de l'eau pour la complétude de votre dossier. Bien, je pense qu'on a bien démarré notre semaine autour des masterclass. Certains d'entre vous ont des informations en direct, d'autres pourront les relayer et je compte sur l'ensemble des développeurs là, qui sont présents ce soir pour continuer à relayer l'information auprès des entreprises potentiellement éligibles. C'est bien parti pour notre région, c'est ce qu'a dit Michel Maréchal, il faut qu'on continue. Donc, merci à vous toutes et tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée.